belge. Qu'est-ce qui se passe dans le Congo belge? En 1910, l'Allemagne qui colonise le Rwanda et le Burundi, les Allemands vont parler avec les Belges en disant voilà, est-ce qu'il y a moyen de corriger nos frontières de l'Est? L'Est est pour nous, l'Ouest est pour eux. C'est ainsi qu'en 1910, les frontières entre le Congo et le Rwanda vont bouger et le Congo va perdre deux villes actuelles qui sont au Rwanda, qui étaient des villes congolaises. C'est la ville de Tchangungu et la ville de Gisenyi. Ces villes vont passer au Rwanda et puisque la frontière a bougé, les Allemands et les Belges vont se convenir d'accorder une période d'option. C'était 6 mois qu'on a donné aux populations frontalières de choisir ceux qui veulent rester rwandais, ceux qui veulent rester congolais. Donc les populations ont opté dans un camp comme dans un autre. 1910. 1914, les Allemands viennent voir les Anglais en disant coloniser un pays doit être un privilège qui doit être réservé aux grandes puissances. La Belgique, c'est un tout petit pays. On ne peut pas accepter que même la Belgique puisse avoir une colonie. Les Anglais disent aux Allemands, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Eh bien, concrètement, nous vous proposons de nous partager le Congo. On divise le Congo en deux, l'Allemagne et l'Angleterre, on récupère l'affaire, les Belges, ils ne pourront pas bouger. Les Anglais disent non, on ne peut pas accepter cet accord. Pourquoi? Parce que les Français ne seront pas d'accord. Pourquoi les Français ne seront pas d'accord que l'Allemagne et l'Angleterre se partagent le Congo? Parce que les Français ont ce qu'on appelle sur le Congo un droit de préemption. Je m'explique. Lorsque le Congo est créé en 1885, le Congo n'a pas d'ouverture sur l'océan. Nous sommes un pays enclavé. Léopold II va demander aux Portugais, les Portugais qui contrôlent la totalité de l'embouchure, ils ont des droits historiques parce que c'est Diego Cao qui avait découvert l'embouchure. Donc toute l'embouchure appartient au Portugal. Roi Léopold II dit aux Portugais, donnez-moi une fenêtre sous la mer, sinon je ne pourrai pas mettre en valeur le Congo si je n'ai pas d'ouverture. Les Portugais refusent. Ils vont voir les Anglais qui sont la puissance tutélaire du Portugal à l'époque, parce que l'Angleterre c'est la grande puissance fin 19e siècle. Les Anglais disent non. Léopold II va faire de la diplomatie, il va venir voir les Français, il parle avec les Français, et il accorde le droit de préemption à la France. Le droit de préemption, ça veut dire quoi? Le droit d'acquérir en premier. Dans cet accord, Léopold II dit ceci, si je n'arrive pas à mettre en valeur le Congo, je céderai ça à la France. C'est un accord secret. Et lorsque les Britanniques, les Anglais refusent à Léopold II de demander aux Portugais de donner cette ouverture, il sort cet accord secret. Il dit voilà, vous me mettez dans une situation embarrassante, sans ouverture sur la mer, je serai obligé d'appliquer cet accord que j'ai signé avec les Français. Et les Français vont récupérer le Congo. Ce que les Anglais ne pouvaient pas accepter, ils ont demandé aux Portugais de nous accorder une fenêtre. C'est comme ça qu'on a les 37 kilomètres sur l'océan Atlantique. En compensation, on a cédé des terres vers Kayemba aux Portugais. Donc, les Anglais rappellent aux Allemands que les Français ont un droit de préemption. Ils n'accepteront jamais qu'on se partage. Laissez cette idée-là, ça va nous conduire à la guerre. En parlant de guerre, quelques mois plus tard, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Et la guerre de 1914 commence. Puisque la France, en 1914, est l'allié de la Russie, les Allemands savent que la France va entrer dans la guerre. Et les Allemands anticipent, ils vont envahir la Belgique pour trouver un passage. La Belgique était un pays neutre, pour trouver un passage pour entrer en France. 11 jours après que la Belgique soit attaquée, les Congolais se réveillent sous des coups de canon vers Kalemi. L'armée allemande qui est en Tanzanie traverse les lacs, attaque le Congo. Les commandos allemands descendent au Congo pour couper les lignes de communication. La première guerre mondiale
arrivent au Congo. Donc, les Allemands qui attaquent le Congo, ils sont repoussés. Mais ils arrivent, comme ils avaient une supériorité en navires de guerre, l'Allemagne va contrôler pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 jusqu'à 1918, la totalité du lac Tanganyika et la totalité du lac Kivu. Le seul territoire que les Congolais, que les Allemands ont occupé pendant 4 ans, c'est l'île d'Idjou. En 1916, les commandants de la force publique décident d'attaquer l'Allemagne. Parce que les Allemands, en fait, ce qui les intéresse, ils veulent entrer au Congo pour aller récupérer les mines d'or de Kilomoto. Le général Charles Tombeur, commandant de la force publique de l'armée congolaise, décide d'attaquer les Allemands dans leur colonie. C'est ainsi que les 15 000 militaires congolais traversent la frontière du Rwanda, attaquent le Rwanda. Le 9 mai 1916, Kigali tombe. Les militaires congolais prennent le contrôle de Kigali. Le 6 juin 1916, Bujumbura tombe. Les militaires congolais prennent le contrôle de Bujumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi sont contrôlés par les militaires congolais. Et ça ne s'arrête pas là. Général Charles Tombeur décide de continuer à suivre les Allemands en Tanzanie. Et en Tanzanie, les Congolais vont remporter 3 grandes victoires contre les Allemands. C'est à Tabora, Mahenge et Dodoma. C'est des avenues que vous connaissez. En fait, c'est des noms de localités où les Congolais se sont battus avec les Allemands et qu'ils ont battu les Allemands en Tanzanie. La guerre se termine. La guerre se termine. Comme vous le savez, traité de Versailles, les vainqueurs prennent tout. Et les vainqueurs décident de confisquer toutes les colonies allemandes. C'est ainsi que la France va prendre le Togo et le Cameroun. L'Angleterre prend la Tanzanie. L'Afrique du Sud prend la Namibie. Et en reconnaissance de l'effort des Congolais et de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, en 1923, la Société des Nations, l'ancienne ONU, Nations Unies, va donner les Rwanda et les Burundi à la Belgique. 1923. En 1925, pour faciliter l'administration de cet espace, la Belgique va annexer les territoires du Rwanda-Urundi au Congo. Le Rwanda-Urundi devient la 7e province du Congo. À l'époque, nous avons 6 provinces. C'est Léopoldville, aujourd'hui c'est Kinshasa, Congo central, Bandundu. Équateur, province orientale, Kivu, Katanga, Kasaï. À cela, on ajoute le Rwanda-Urundi. Donc, de 1925 à 1960, les Congo belges et les Rwanda-Urundi vont devenir pratiquement un seul pays, avec le même chef d'État qui est le roi des Belges. Le même gouverneur général qui habite Léopoldville, la même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo belge, les Rwanda-Urundi. Il y a même des Congolais qui sont envoyés en mission travailler dans l'administration. C'est ainsi que l'un de mes vieux qui est décédé aujourd'hui, le bâtonnier Mukendi. Bâtonnier Mukendi de l'UDPS est né à Gitarama, au Rwanda. Et il parlait Kinyarwanda parce qu'il a fait son école primaire là-bas, parce que son père travaillait là-bas. Donc voilà comment nous devenons un seul pays, avec la même monnaie. En 1930, 25, on annexe, en 1930, les Belges vont considérer qu'il y a trop de population au Rwanda par rapport au Kivu. Et en 1959, un parti politique Hutu, qui s'appelle le Parme Hutu, parti du mouvement de l'émancipation Hutu. Ils vont faire une révolution qu'on appelle la révolution rwandaise. Ils vont abolir la royauté parce que pendant toute la colonisation, jusqu'en 1959, au Rwanda, il y avait un Mwami, un roi. Ils abolissent la royauté, ils déclarent la république
et puis les massacres vont commencer. Les Tutsis, certains Tutsis vont être tués et les autres vont paniquer. Ils vont commencer à partir en exil. C'est ainsi qu'en 1959, 60 000 Rwandais Tutsis traversent la frontière et viennent s'installer au Congo. 60 000. D'autres vont aller en Ouganda. Et parmi ceux qui partent en Ouganda, il y a des parents qui amènent leur garçon, un petit garçon qui a 2 ans, qui est né en 1957, donc en 1959 il a 2 ans, il s'appelle Paul Kagame. Il part avec ses parents en exil en Ouganda. Il y a un autre qui part avec ses parents, mais lui il est tout bébé parce qu'il est né en 1959, il s'appelle James Kabarebe. Ils vont aller en Ouganda. Et d'autres vont partir en Tanzanie et au Burundi. L'indépendance arrive. 1960, on a fait notre table ronde. Les Belges nous donnent une constitution provisoire qu'on appelle la loi fondamentale, qui met en place des institutions. Un président de la République, un gouvernement avec un premier ministre, les assemblées provinciales, les gouverneurs de province. Un peu le système qu'on a aujourd'hui. Maintenant, nous disons notre pays, c'est une république démocratique. Donc, les animateurs de toutes ces institutions doivent être élus. Et pour être élu, il faut aller aux élections. Mais il se pose un problème. Qui doit voter? La loi fondamentale de 1960 n'a pas abordé la question des nationalités. La nationalité est ignorée dans notre première constitution. La question des nationalités se pose pas à tous les Congolais. Se pose à propos des groupes, disons, qui parlent le Kinyarwanda. Au Congo, en 1960, nous avons 3 tribus qui parlent le Kinyarwanda, ou des cultures rwandophones. On a les Tutsis, on a les Hutus, on a les Twa. Les Twa, c'est les Pygmées. Ces 3 groupes-là parlent le Kinyarwanda. Mais il y a aussi 3 strates dans cette catégorie. Vous avez les gens qui parlent le Kinyarwanda que les Belges ont trouvé au Congo. Vous avez les gens qu'on a amenés de 1930 à 1950, ou qui vont les appeler les transplantés. C'est des milliers de personnes. Et vous avez la 3e catégorie, les réfugiés de 59, qui ont le droit de participer aux élections au Congo. Les Belges vont adopter en 1960 une loi électorale qui dit ceci. Les ressortissants du Rwanda-Urundi installés au Congo depuis au moins 10 ans ont le droit de voter. Concrètement, ça veut dire quoi? Les transplantés vont participer aux élections de 1960. Et ils ont participé aux élections de 60. Mais il y a quand même un doute. Bon, ils ont participé aux élections comme étrangers, comme immigrés ou comme Congolais. On n'est pas fixé là-dessus. Donc, la question de la nationalité reste un peu floue. On arrive dans la Constitution de 1964, qui est adoptée, notre première Constitution. Les Congolais vont dire ceci. Et Congolais, celui dont les parents étaient là en 1908. 1908, ça veut dire quoi? Les transplantés et les réfugiés de 59 ne sont pas des Congolais. Et ça va poser des problèmes à l'Est. Mais on revient un peu en arrière. En 63, le président Kasavubu va dissoudre le Parlement. Il considère qu'il y a trop d'émotions. Les députés n'arrêtent pas de déranger son premier ministre qui est Cyril Adoula. Un groupe de députés, lumumbistes, traversent la frontière et vont s'installer à Brazzaville. Et arrivé à Brazzaville, ils créent une structure politique qui s'appelle CNL, Conseil national de libération, présidé par l'ancien ministre de l'Intérieur de Lumumba, Christophe Boigné. Toujours en 63, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, qui revient d'une formation en Chine, il s'appelle Pierre Mouleli.
En 63, il entre dans le Kwilu et il lance la première rébellion post-coloniale au Congo. Pierre Moulele commence la guerre dans le Kwilu. Christophe Boigné, qui est à Brazza, il dit, puisque Moulele a commencé à l'ouest, moi aussi, je dois commencer à l'est. Boigné va choisir à Brazzaville 2 de ses cadres, il va désigner 2 de ses cadres pour qu'ils aillent commencer la guerre à l'est. Les 2 cadres s'appellent Gaston Soumaïli, mais il est plus connu dans l'histoire sur son surnom de Soumialo. Et le deuxième cadre que Boigné désigne à Brazzaville en 1963 s'appelle Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila et Gaston Soumialo, en 1964, ils vont lancer la rébellion de Simba à l'est. La particularité de cette rébellion, c'est que chaque unité militaire avait un féticheur. Un bataillon, une section, chaque unité, une brigade, vous avez votre féticheur officiel qui leur fait des gris-gris, on leur fait porter des amulettes, on leur fait des scarifications, banzolo quoi, pour qu'ils deviennent invulnérables. Et on leur dit, lorsque vous avez pris les médicaments là, lorsque vous lancez une attaque, il faut crier, il faut chanter. Et vous chantez quoi? Vous chantez Maï Moulele, Maï, Maï, Maï Moulele, Maï. Lorsque vous chantez, les militaires qui vous tirent dessus, les balles vous touchent et ça devient de l'eau. Parce que Maï, ça veut dire eau. D'où l'origine de l'appellation de Maï Maï. Phénomène qui dure jusqu'aujourd'hui. Ça a commencé en 1964 avec Laurent Désiré Kabila et Soumialo. Et les militaires de Mobutu, l'armée officielle, ils paniquent. Ils ont peur. Et ils vont fuir. C'est ainsi qu'en quelques mois, la rébellion de Simba va occuper pratiquement les tiers du territoire national à l'est. En partant du Katanga jusqu'à Kisangani. Et en 1964, lorsque Kisangani tombe, le chef de l'organisation qui était à Brazzaville, il prend l'avion, il atterrit à Kisangani, Boigné, et il proclame la République libre du Congo. Et lui-même est le président de la République. Mobutu, commandant de l'armée, ne s'en sort pas parce que ses militaires fuient. Premier ministre Cyril Adoula, il ne sait pas quoi faire. Kassavubu est dépassé. Mobutu va voir Kassavubu, il dit, Monsieur le Président, j'ai une idée. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, voilà, je pense que nous devons chercher un allié puissant, un homme à poigne, qui a des relations et qui a des moyens, qui peut nous aider à mater cette rébellion. Kassavubu lui dit, c'est une bonne idée, mais tu penses à qui? Il dit, je pense à Moïse Tshombe. Qui est Moïse Tshombe? Moïse Tshombe, c'est un Katangais. 11 jours après la proclamation de l'indépendance, il a proclamé la sécession du Katanga. Il dit, Nalongwe Makamuna Binoan. Donc il a fait son État, il appelle État indépendant du Katanga, avec son armée, sa monnaie, sa banque centrale, sa constitution. En réalité, encouragé par les Belges, qui ne voulaient pas quitter le Katanga. Donc la sécession a duré pendant 3 ans, jusqu'à ce que les casques bleus sont venus chasser Tshombe et les mercenaires. Donc il a fui en 63, janvier 63, il est parti en exil à Madrid, en Espagne. Et Mobutu, en 64, il dit à Kassavubu, on rappelle Tshombe. Kassavubu, il dit, mais Mobutu, tu es sérieux ou quoi? Les sécessionnistes là? Mobutu dit au président Kassavubu, Excellence, la politique est dynamique. Donc on a besoin de lui. Et c'est ainsi que Moïse Tshombe va atterrir ici à Kinshasa et Kassavubu va le nommer Premier ministre. Moïse Tshombe, quand il a fait sa sécession, je vous ai dit, il avait son armée qui s'appelait la gendarmerie katangaise. En 63, lorsqu'ils ont fui, les 2 tiers de son armée, à peu près 8000 hommes, ils sont allés se réfugier en Angola. Et les Portugais les ont accueillis à bras ouverts. Ce sont des guerriers. Il dit, vous allez nous aider à faire la police en Angola. Et donc, les Katangais étaient en train de mater les Angolais.
Là-bas, on les appelait, ils ont changé de nom, on les appelait les Diabos. Lorsque Moïse Tshombe devient Premier ministre, il appelle les Portugais. Il dit, moi j'ai besoin de mes troupes, parce que le travail reprend ici. Les Portugais disent, non, il n'y a pas de problème, ce sont des militaires. Les Diabos vont revenir au Congo. Et il a besoin des officiers pour encadrer ces Diabos. Moïse Tshombe va rappeler ses anciens mercenaires, avec qui il a fait la sécession. Bob Denard, Jean Scram, Mike Ouara, tous ces blancs-là disent, mais on reprend la sécession. Non, non, oubliez la sécession. Maintenant, c'est le Congo. Donc, ils débarquent ici à Léopoldville. Tous les mercenaires, on les appelait les affreux. Parce que la plupart, c'était des criminels. Donc, ils débarquent ici. Tshombe leur explique, voilà, il y a des gens qui dérangent les populations à l'Est. On va leur faire la guerre. Et les Américains vont mettre les moyens. Les Américains mettent les moyens. Et on va commencer à attaquer les rebelles. Tshombe va attaquer les rebelles. Et dans la panique, Boigné qui se va, il commence à perdre des territoires. Il a une idée. Il dit, allez me chercher tous les Occidentaux qui habitent encore la province orientale. Il y a beaucoup de gens qui étaient restés après l'indépendance. Dans des fermes, les religieuses, les religieux. On arrive à amener à Kisangani 2000 blancs ou 2000 occidentaux. Et Boigné va envoyer un communiqué. Il dit, si vous venez encore m'attaquer, je vais tuer tous ces otages-là. Et les Belges ont peur. Ils se disent, Boigné est capable d'exécuter sa menace parce que Boigné est fou. C'est comme ça que la Belgique et les Américains vont monter des opérations. Une opération aéroportée qui s'appelle Dragon Rouge et l'autre opération terrestre qui s'appelle Omgang. Et cette opération combinée va se dérouler le 24 novembre, retenez bien la date, le 24 novembre 1964. Le parachutiste belge saute sur Kisangani pendant que le colonel Van der Wel entre avec sa 5e brigade mécanisée. Et les rebelles sont surpris, mais ils ont quand même eu le temps de tuer 200 personnes, 200 otages. Et les Belges arrivent à libérer les autres, c'est la panique. Les chefs rebelles ont perdu la guerre, ils décident tous de partir en exil. Boigné, le commandant en chef de l'armée des rebelles, appelle à main populaire de libération. Il s'appelait le général Nicolas Olenga. Nicolas Olenga va quitter Kisangani avec ses 2 Kadogo, ses 2 neveux qui assuraient sa sécurité. L'un s'appelle François Olenga, qui deviendra un grand général FRDC. Et l'autre s'appelle Kisase Ngandu, qu'on verra dans l'AFDEL. Ils vont tous partir, sauf un leader de la rébellion qui décide de ne pas quitter le Congo. Il dit, moi je vais continuer la guerre. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Moi,
Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. On changera nécessairement à la gestion du pays d'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment